Nous avons probablement tous autour de nous un collègue, un parent, un ami qui a vécu une période d'épuisement professionnel, ce qu'on appelle un burn-out. Statistique Canada estime qu'il y a un Canadien sur 4 qui vivra un problème de santé mentale dans sa vie. C'est un phénomène occidental qui frappe de plus en plus durement le marché du travail depuis les années 90. Au Québec, 6 travailleurs sur 10, selon la maison Haddock, trouvent leur travail stressant. En milieu de travail, l'impact des maladies mentales se manifeste par une faible productivité, un recours répété au congé de maladie. Selon la Fondation des maladies mentales, un seul cas de dépression équivaut pour l'entreprise à la perte de 40 jours de travail, soit 10 000 $. Ce soir, Dominique Poirier va en discuter avec le chef de la direction d'une entreprise modèle, Hugues Guénette. Mais d'abord, Louise Baudouin et France Desourdis nous disent qu'il faut cesser la gestion des ressources humaines, mais plutôt faire de la gestion humaine des ressources. Je me suis encore entré dans le bureau de mon patron, fermé la porte, je lui ai dit, et tout simplement, écoute, le médecin et le psychologue ont dit que je fais un burn-out. Serge est responsable d'un département dans une grande institution financière à Montréal. Il veut garder l'anonymat. L'épuisement professionnel est un sujet tabou dans son milieu. Là où je travaille, en fait, dans mon département, il y a plusieurs personnes qui ont été en burn-out. Il y en a qui sont jamais revenus, il y en a qui sont revenus. Plusieurs mois de surcharge de travail ont peu à peu conduit Serge à l'épuisement. Malgré ses demandes répétées, l'entreprise n'a pas reconnu qu'il avait besoin d'être épaulé. Moi, il y a 30 quelques années, quand j'ai commencé à travailler, on était une grosse équipe. Et ça coûtait pas cher des employés à l'époque. On ne demandait pas la même rentabilité, on ne demandait pas la même faire autant d'argent, etc., etc. C'était pas le drive, ça. Et maintenant, ça a changé. Au Canada, les problèmes de santé mentale sont la première cause d'absentéisme au travail. Le coût est astronomique. Cette année seulement, cela représente 33 milliards de dollars en indemnités versées et en remplacement de personnel. Il y a 20 ans, cela ne touchait que les professions de relations d'aide, comme par exemple les infirmières et les enseignants. Aujourd'hui, le monde du travail au complet est frappé, tous secteurs confondus. Je crois que c'est vraiment une épidémie, littéralement, là, dans le sens où il y en a une quantité importante, et pas juste au Québec, je veux dire, c'est en Occident et probablement aussi en Orient. Et c'est lié, bien sûr, à l'évolution qu'on a connue au niveau de notre société. Hein. Là, il y a une phrase frigo. Serge Marquis est médecin. Il partage son temps entre le traitement de patients victimes d'épuisement professionnel et des conférences sur le stress. Ce soir, il parle à 600 employés d'une grande entreprise privée du Québec. La compagnie désire, elle aussi, garder l'anonymat. Une de mes grandes amies travaille dans un pénitencier pour femmes. Elle m'a dit qu'un midi, elle avait dîné avec l'aumônier de la place et que l'aumônier lui avait dit ceci. Tu sais, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, c'est pas les paralytiques qui feraient marcher. Il ferait marcher ceux qui courent. Je dis toujours que le burn-out, c'est comme si on était tous et toutes dans un marathon sans le savoir et que les personnes qui font un burn-out sont les premières à tomber et qu'elles crient « Hey, on est dans un marathon, là. L'avez-vous réalisé? » Ils sont de plus en plus nombreux, les employeurs qui frappent à la porte des compagnies d'assurance, confrontés à la hausse des coûts des congés de maladie pour raison de santé mentale. Depuis 1990, les sommes versées par les compagnies d'assurance pour les congés reliés à la santé mentale sont passées de 18 % à près de 50 %. La Standard Life prend la crise au sérieux. En tant qu'assureur, on veut garder nos clients. Chez nos clients, ils ont des enjeux très différents. Il faut comprendre qu'il y en a qui vivent des burn-out et là, ils disent « qu'est-ce que je fais avec ça? » Alors, ils se revirent vers l'assureur en disant « mes coûts augmentent, les gens sont absents pour plus longtemps. » Parce que quand on est absent pour des raisons de santé mentale, comme c'est pour la plupart le gros enjeu, bien à ce moment-là, c'est sûr que ça me coûte cher, il faut stopper l'hémorragie, qu'est-ce que je fais? À Montréal, en novembre,
Ils sont venus par centaines à la conférence annuelle Santé, Travail, Mieux-être. Gestionnaires d'entreprises privées et publiques de tout le pays veulent savoir comment endiguer l'épidémie. On s'est dit, il faut faire des interventions avant ça, avant que la personne tombe malade. Il y a des symptômes, on le voit, on est capable de le détecter. Jean-Pierre Brun est un des grands chercheurs canadiens dans le domaine. L'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'en 2020, la première cause d'invalidité va être les dépressions majeures. Le rôle de vos équipes de santé au travail vont dans les années à venir devenir de plus en plus importantes pour les organisations. Beaucoup d'organisations avaient plutôt opté pour ce qu'on appelle la prévention secondaire, des séances de massage, de yoga, de relaxation, ce que j'appelle le pomme-carotte-bicycle. Hein. C'est pas nécessairement mauvais, mais ça a eu aucun impact sur l'absentéisme parce que ça fait 10 ans qu'on fait des stratégies de prévention de la sorte et l'absentéisme ne cesse d'augmenter. Le professeur Brun a sondé 20 000 employés dans 13 grandes entreprises publiques et privées du Québec. Il a constaté qu'entre 27 % et 54 % de ces travailleurs montraient des signes de détresse psychologique. L'employeur a une grosse responsabilité. Pour l'instant, beaucoup d'employeurs font ce que j'appelle une gestion à l'aveugle. Ils imposent des contraintes, des exigences aux gens, puis ils ne demandent pas est-ce que tu vas être capable de le faire, puis quel impact ça va avoir chez toi. On ne veut même pas le savoir, parce que de nos jours, la charge de travail n'est plus évaluée dans aucun milieu de travail. On a cessé complètement l'évaluation de la charge de travail. On en rajoute constamment et on dit, s'il y en a trop, il va venir me voir, puis à ce moment-là, on ajustera les choses. Et souvent, il est trop tard. Le but est d'agir avant que l'employé ne soit rendu dans le bureau du médecin. La seule façon pour les entreprises de réduire le coût des absences est de contrer ce qu'on appelle le présentéisme. Le présentéisme, c'est un employé qui se présente encore au travail, mais qui ne va pas bien. Et il faut aussi s'occuper de ces gens-là, pas juste s'occuper de ceux qui sont absents, parce que leur santé mentale est altérée, mais aussi parce que ça a un effet sur la productivité ou la qualité du service qui est rendu dans l'organisation. 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour, pendant 35 ans, 40 ans. Vous savez, il y a une chose qui me bouleverse beaucoup. Hein? Je me promène dans des milieux de travail différents chaque jour. Et il y a une phrase que j'entends de plus en plus souvent. Ça me jette à terre. Il me reste 17 ans avant ma retraite. Quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre un discours carcéral. C'est des prisonniers qui tiennent un discours comme ça. La surcharge de travail n'est qu'une des causes pouvant mener à la détresse psychologique. Un autre facteur tout aussi important pèse dans la balance. Il y a des gens qui travaillent 35 heures semaine, qui font un burn-out ou qui souffrent d'épuisement ou de dépression, puis il y en a d'autres qui travaillent 70 heures et qui ne vont pas souffrir justement d'épuisement. Qu'est-ce qui rend malade? Bien, tout d'abord, le manque de reconnaissance. Un individu peut justement travailler, être engagé, se mobiliser, faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il aime ce qu'il fait? Et en plus, est-ce qu'il sent qu'on lui renvoie de temps en temps à l'ascenseur et qu'il y a de la reconnaissance? Aujourd'hui, là, on dit que 75 % des gens travaillent en utilisant surtout leur tête. C'est énorme comme changement. Alors les gens, pour travailler avec leur tête, il a fallu qu'ils la meublent, cette tête. Et il y a eu des efforts de fait pour la meubler, cette tête. Et ils veulent que ces efforts-là servent à quelque chose. Donc, quand la reconnaissance arrive, elle touche tous les efforts qui ont été faits. OK. Hands up, baby. Let's get really creative now. Relaxés après le travail, les gestionnaires qui participent à la conférence sur la santé mentale au travail savent tous que c'est important. C'est pourquoi ils s'adonnent à une pause détente avant de poursuivre leurs réflexions. Ils savent qu'ils doivent aller plus loin. Leurs propres actions sont au cœur du problème et de la solution. Je pense que c'est l'ABC du management, c'est-à-dire, commencer à parler ses employés. Déjà, juste de réussir à faire un contact, c'est déjà quelque chose. Je pense que dans certaines entreprises, on n'arrive même pas à faire ça. Moi, c'est vraiment une question de sensibiliser les gestionnaires à ce pouvoir, l'influence qu'ils exercent, parce que je ne crois pas qu'ils en sont conscients. Le gestionnaire, c'est la personne la plus importante pour un employé. C'est lui qui peut voir des fois certaines choses, mais ils ne sont pas tous habilités à justement détecter les signes quand quelqu'un ne va pas bien. Quand vous faites un changement organisationnel, quand vous demandez des nouveaux projets, quand vous coupez des budgets ou des postes, même si on le fait souvent sur la base d'un critère économique,
posez-vous la question, quel impact ça va avoir sur mon personnel? Parce qu'il va en avoir de toute manière, un impact, et vous allez avoir à le gérer, cet impact-là. À Québec, il y a 4 ans, l'Université Laval a décidé d'affronter le problème. Avec un taux de détresse psychologique de 42 % chez les 5 000 employés, le coût en absence pour santé mentale montait à 2 millions de dollars par année. C'est sûr qu'on s'interroge beaucoup à ce moment-là et on se demande, bien, qu'est-ce que, comme institution, on peut faire pour favoriser un mieux-être. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va bien. L'université a mis sur pied un comité permanent pour changer la culture de gestion. On a identifié le manque de reconnaissance au travail comme un des principaux facteurs de détresse des employés. C'est un défi qui est immense. Je vous dirais que, faisons une comparaison, le Queen Mary II est à Québec, est au port de Québec. C'est comme si on essayait de faire tourner le Queen Mary dans le fleuve Saint-Laurent, mais à rame. Donc, c'est une question de temps, c'est une question beaucoup de volonté, c'est un travail d'équipe, et c'est surtout une question de continuité et d'années. On ne peut pas faire ces changements-là en l'espace de quelques mois. Ça va s'étaler pour facilement une dizaine d'années pour faire un changement de culture. Les efforts portent fruit. Le taux de détresse est passé de 42 % à 32 % et l'absentéisme dû aux problèmes de santé mentale a diminué du tiers. L'Université Laval, à partir des recommandations du comité, des conclusions des rapports, a développé une formation pour les gestionnaires. Et ce n'est pas une formation sur une journée, 2 jours. Cette formation est basée sur 20 mois, en raison de 2 jours par mois. Monique Lévesque est coordonnatrice à l'administration à la Faculté des sciences infirmières. Elle a suivi la formation spéciale offerte aux gestionnaires par l'Université Laval. Comment on peut désamorcer des bombes? C'est que ça qu'on nous apprend à faire, parce que des fois, c'est pas si dramatique que ça. L'employé a besoin d'être entendu. Il a besoin d'être reçu. Il a besoin d'être considéré. Je pense que déjà, en partant, quand on fait ça, on se donne une grande chance. Et les cours nous aident beaucoup. Ça peut être des choses très simples. Rencontrer plus régulièrement son patron. Échanger sur la charge de travail qu'on a pour la réduire ou bien pour la moduler. Mettre sur pied des activités de reconnaissance au travail. Revoir la définition des tâches à l'intérieur d'une équipe. Impliquer les gens dans la prise de décision. Ce sont donc ce que j'appelle, moi, l'ABC du management. C'est rien de bien sophistiqué. Ça fait 50 ans qu'on enseigne ça dans les facultés de gestion. Et c'est ce que je dis aux organisations. Il faut revenir à l'ABC du management. Serge a été chanceux. À force de pression, il a convaincu la direction d'aménager son horaire. Et il a maintenant l'aide d'un employé supplémentaire. Ma situation à moi fait que le fait d'avoir continué de travailler, c'était très positif. Pour moi, c'était très positif. D'avoir aussi l'appui de mes patrons, c'était très positif. Et je pense que ça a aidé énormément. La santé des personnes doit devenir un critère de décision d'affaires, essentiellement. Alors, ça veut dire que même dans les décisions qui sont prises dans un conseil d'administration, dans un comité de direction, il faut que déjà le souci de la santé des personnes soit présent. Et le coût de ne rien faire est beaucoup plus dispendieux que finalement, beaucoup plus cher que le coût de faire quelque chose. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Oui, effectivement, on vient de le voir dans le reportage, comment plusieurs de nos entreprises sont à un point tournant et doivent vraiment trouver des façons d'améliorer la santé de leurs employés, tant physique que psychologique. Mais il faut dire quand même qu'au Québec, il y a des entreprises qui ont déjà une bonne longueur d'avance en matière de relations de travail et qui sont même souvent citées en exemple. C'est le cas, entre autres, de DLGL, l'entreprise où je me trouve actuellement, et je suis en compagnie de son chef de direction, Hugues Guénette, qui est avec nous. Bonsoir, Monsieur Guénette. Bonsoir, merci. Je dis une entreprise souvent citée en exemple parce que l'affaire Plus, par exemple, le magazine vous a désigné 4 années consécutives le meilleur employeur au Québec. Absolument. On est très fiers de cette reconnaissance. Et maintenant, cette année, on a été reconnu comme un meilleur employeur, toute catégorie. Donc, on est très, très fiers. C'est certain que ça nous attire de très, très bonnes candidatures. Ouais. Parlez-nous un peu des LGL tout d'abord. C'est quoi? C'est une entreprise de logiciels? Absolument. Nous, on fait des logiciels de ressources humaines paye intégrés. Notre marché est principalement l'Amérique du Nord et on vise les compagnies d'à peu près 1000 employés et plus. Et vous avez combien d'employés, vous?
vous? On a une centaine d'employés. Bon, il y a un chiffre d'affaires autour d'à peu près 15 millions. Bon. Ouais. Meilleur employé. Employeur, qu'est-ce qu'on fait pour être le meilleur employeur? Ben, c'est une série de petites choses, évidemment, à partir du fait que les gens ont un horaire flexible, on a un gymnase, on a un entraîneur sur place. Donc, il y a un paquet de mesures, mais ça va aussi au niveau de la culture, puis des visions que l'entreprise a données, dans le fond, à ce qu'on fait avec les employés. Alors, quand vous parlez de culture, là, ça se traduit comment exactement? C'est-à-dire qu'on implique beaucoup les employés dans les décisions? Absolument. On décentralise beaucoup les responsabilités. Il n'y a pas beaucoup de hiérarchie ici, donc les gens ont beaucoup de pouvoir et sont capables vraiment d'aller prendre des décisions et d'aider les clients. Les gens apprécient ça beaucoup. Et puis, on appuie beaucoup les employés aussi parce que des fois, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les clients, des fois, peuvent ambitionner un peu sur les employés. Fait que c'est important de bien appuyer les employés dans ces cas-là pour pas que les employés se sentent pris entre l'organisation et le client. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que lorsque vous avez une commande qui est trop grande ou un client trop exigeant, vous, comme patron, vous essayez d'enlever la pression à l'employé? Oui, bien initialement, c'est certain que lorsqu'on signe les contrats, on ne signe pas des contrats qui sont déraisonnables. Là. On s'assure sérieux de signer des contrats qu'on est capable de livrer. Mais plus loin que ça, on s'est aperçu avec le temps qu'à peu près 5 des clients nous généraient 95 de notre stress. Donc, oui, c'est ça. Puis, dans le fond, il y a certains cas où est-ce que les clients, ils peuvent me donner des délais raisonnables ou demander des choses qui ne font pas nécessairement de sens. Mais à ce moment-là, au niveau de la direction, on va s'assurer qu'on appuie les employés dans ce sens-là puis qu'on ne laisse pas les choses, dans le fond, sortir de proportion. Vous parlez des horaires de travail, par exemple. Vous accommodez vos employés. C'est une forme de conciliation travail-famille? Absolument, oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, on a déjà eu ce prix-là de conciliation travail-famille. Évidemment, c'est ce qu'on dit, nous, c'est qu'on sait que les gens ont une vie à l'extérieur du travail, puis on leur donne un horaire flexible. On sait que les gens sont assez responsables, dans le fond, pour gérer leur charge de travail et l'horaire flexible. Donc, les gens peuvent aller chez le dentiste ou si les enfants sont malades ou quoi que ce soit. Donc, on donne la possibilité aux gens d'avoir un horaire flexible, puis je pense que les gens l'apprécient beaucoup aussi. Mais est-ce que vous avez des endroits où où on peut régler des gestions de crise? Est-ce qu'il y a une gestion de crise ici, par exemple, s'il va y avoir des problèmes avec les employés? Absolument, c'est certain qu'on s'occupe de ça aussi. On essaie, dans le fond, de faire beaucoup de prévention. C'est sûr que c'est ça notre solution, mais quand il y a des crises, effectivement, oui, moi, personnellement, je m'en occupe, puis les autres membres de la direction aussi. Oui, bon, maintenant, mais pour rendre vos employés heureux, je pense que vous avez aussi dû faire des compromis, comme entreprise, par exemple. Absolument. Le fait, entre autres, de ne pas grossir, de ne pas grandir. OK. Bien, dans le fond, ce qu'on a choisi, nous, c'est d'être les meilleurs, pas nécessairement les plus gros. On peut grandir un peu, mais c'est certain que si on décide de devenir les plus gros du jour au lendemain, je veux dire, il y a des gens qui vont payer. À un moment donné, tu ne peux pas vraiment grandir à une vitesse phénoménale, sans nécessairement que ça soit complexe. Donc, ça nous permet de prendre énormément de décisions à long terme. Ça nous permet aussi de ne pas signer n'importe quel contrat. Donc, quand on voit, dans le fond, que les contrats ont l'air un peu douteux ou que les prospects ne semblent pas raisonnables, à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aime mieux garder des contrats qui font du sens. Puis, de ce moment-là aussi, on s'assure que notre organisation, c'est une organisation qui est dirigée par les opérations et non par le marketing. Contrairement à plein d'autres organisations, tout ce qu'on vend, on s'assure de le livrer. Donc, c'est très, très important pour nous. Fait qu'on n'ira pas vendre, puis après ça, on va essayer de deviner comment est-ce qu'on livre. Là. Donc, c'est très important pour nous parce que on veut à long terme que les gens aient une charge de travail raisonnable, dans le fond, pour qu'on soit capable de livrer de la qualité. Là, c'est ça le point clé là-dedans. Le résultat net, est-ce qu'il y a beaucoup d'absentéisme chez vous, par exemple? Non, le taux d'absentéisme est très, très, très bas. Là. Ça, c'est incroyable. On assume que c'est à cause des mesures qu'on prend. On essaie d'aider les gens avec le gymnase, l'entraînement, ces choses-là, puis les charges de travail raisonnables, mais c'est très, très bas. Il n'y a pas un gros roulement d'employés? Non, du tout. Le roulement est très, très bas. En fait, je pense que c'est une des choses qui nous distingue au niveau du meilleur employeur. C'est effectivement ça, c'est que le roulement il est pratiquement zéro. Savez-vous en moyenne combien de temps les gens restent chez vous? Ce que je peux vous dire, l'entreprise existe depuis 25 ans et puis la moyenne d'ancienneté, c'est 10 ans présentement. Dans notre industrie, c'est très, très bon là, parce que, évidemment, dans l'informatique, il y a beaucoup de roulement. Là. Si on parle des grandes entreprises, les gens sont très, très mobiles, donc c'est excellent. Mais si je vous comprends bien, M. Guenette, est-ce que je comprends que pour qu'une entreprise ait des employés heureux, c'est une entreprise qui ne doit pas voir trop grand. Et à partir du moment où on veut produire, c'est presque impossible de rendre des employés heureux. C'est une bonne question. Je n'irai pas jusque-là. On grandit quand même à un rythme raisonnable. C'est certain que si une entreprise veut doubler en grandeur ou souvent quand les entreprises vont sur le marché public, par exemple, ils ont énormément de pression au prochain quart, puis à grandir, puis les investisseurs en demandent beaucoup. Donc, ça ajoute énormément de pression. Puis il y a certaines décisions, évidemment, là, qui ne peuvent pas être prises quand il faut livrer pour
pour le prochain quart. Donc, nous, c'est certain que on prend des décisions d'une compagnie privée, donc on est capable de prendre des décisions et puis de prendre des décisions à long terme, puis s'assurer de tout le temps livrer de la qualité. Ouais. Et vous, à la direction, est-ce que vous appliquez les mêmes règles aussi? Est-ce que vous avez une conciliation, vous travaillez moins, vous faites attention, pas trop de pression, ou c'est vous qui prenez tout le travail? Ben, c'est certain que c'est un peu plus de pression, c'est normal. Et puis, comme je vous disais tantôt, l'exemple du 5% des clients qui est 95% du stress. C'est vous qui prenez? Ben, une partie, là, c'est certain, mais écoute, j'essaie d'appliquer ça le plus possible, moi aussi. Monsieur Guénette, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ben, ça nous a fait plaisir. Merci. Ouais. Ici Radio-Canada.